première partie qui est sur le site Internet des sceptiques du Québec. Et pour ce soir, je vais faire donc un rappel de la théorie, des notions qui avaient été présentées le 13 février. Évidemment, je ne vais pas aller autant en détail que le 13 février. 4 thèmes principaux, donc particules et corpuscules, paquets d'ondes, le problème de la mesure et 2 types d'évolution mécanique quantique, les éléments les plus importants de la théorie, avec quelques animations. Et ensuite, les principales interprétations philosophiques. Alors, notez, la théorie, c'est la science, bien sûr. C'est l'aspect mathématique qu'on va représenter par des animations. Les interprétations philosophiques, ce sont des discours. Ce n'est pas de la science. Alors, peu importe les différentes façons dont on peut discuter philosophiquement de la mécanique quantique, ça n'a aucune portée sur la science comme telle. Et on va voir qu'il y a différents discours incompatibles les uns avec les autres qui existent au sujet de la même science. Donc, au niveau de la science comme telle, il y a bien sûr consensus, unanimité chez les physiciens. Les mathématiques, c'est ça, ça marche avec l'expérience, fin de l'histoire. Mais là, quand il y a le temps de donner une signification plus qualitative, d'essayer d'expliquer en mots ce qu'est la réalité de l'infiniment petit des atomes, des électrons, des protons, etc. C'est là qu'il y a une très grande pluralité d'opinions. Ce soir, nous allons faire un bref inventaire des positions les plus importantes. On verra le temps qu'on aura. On va parler de l'interprétation de Copenhague, qui est la plus importante, celle à laquelle on se réfère le plus souvent, et qui est due à certains physiciens qui ont été des fondateurs de la théorie quantique. Alors, lorsque ces physiciens parlent de la science et des mathématiques, il faut les écouter et se taire. Mais lorsqu'ils commencent à spéculer philosophiquement sur la science, là, on a le droit d'être un peu plus critique avec leurs commentaires, parce que ce n'est plus de la science, mais de la philosophie. Interprétation irrationaliste, comme quoi que la réalité serait pleine de paradoxes et de contradictions. Une interprétation naïve ou littérale, bien, comme il y a une pluralité d'opinions sur la mécanique quantique, je me suis permis de faire ma propre interprétation. Et naïve ou littérale, c'est que j'essaie d'interpréter les mathématiques au pied de la lettre. Degré zéro d'interprétation, et je trouve que ça nous donne une vision très sensée et très rationnelle de la théorie. Et enfin, on verra quelques autres interprétations, l'interprétation notamment subjectiviste, là, selon laquelle la réalité c'est une création de l'esprit. Il y a une interprétation par la conscience là, qui va dans cette mouvance-là. Et si on a le temps, on fera quelques autres interprétations. Donc, c'est le plan de la soirée. Nous allons commencer avec quelques rappels théoriques et nous aborderons ensuite ces différentes façons philosophiques d'interpréter ces concepts. D'abord, un peu de vocabulaire. Alors, les termes particules et corpuscules sont des termes omniprésents en physique quantique. Des fois, on les utilise comme des synonymes. Pour assurer la clarté des idées, moi, je vais les utiliser avec les définitions que je donne ici. Alors, quand je parlais de particules, je désignerai les plus petits objets de la réalité. Et là, on peut en distinguer 2 classes. Les particules élémentaires, qui seraient véritablement indivisibles, non composées de quelque chose de plus petit. Les électrons, les quarks, les photons, qui sont les particules de lumière, etc. Et les particules composées, comme les protons et les neutrons, qui sont dans les noyaux atomiques, chacun étant fait de 3 quarks, les noyaux atomiques faits de protons et de neutrons, les atomes, les molécules, etc. Alors tout ça, ce sont des particules, et la physique quantique, c'est la physique de ces particules. Que ce soit une particule élémentaire ou une particule composée, dans la physique quantique, comme nous allons le voir, on va décrire ces objets par des paquets d'ondes, et il y a toutes sortes d'effets intéressants qui viennent avec les paquets d'ondes, et c'est vrai autant donc pour les particules élémentaires que les particules composées. En bas maintenant, il y a le terme corpuscule, qui littéralement veut dire petit corps, petit objet. Et ça nous renvoie à la nature des particules. Le corpuscule nous renvoie à l'image d'une petite bille dure. Alors, selon la physique classique, la physique newtonienne qui remonte aux années 1600, les plus petits objets de la réalité étaient conçus comme étant des corpuscules, des petites billes dures. Physique classique, mais donc, selon la mécanique quantique, ce ne sont pas des petites billes dures, mais des paquets d'ondes. Donc, il y aura un changement au niveau de la conception de leur nature. Donc, ça va pour la distinction de particules et corpuscules. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'un paquet d'ondes? Donc là, on est encore une fois dans le domaine de la science. Qu'est-ce que la science nous dit véritablement? Il y a 2 termes qui sont reliés au concept de paquet d'ondes. Si j'arrive à... C'est bon. Superposition d'états et relation de Heisenberg. Et pour décrire de manière complète une particule, nous aurons besoin de 3 grandeurs physiques.
sa position x, à quel endroit se situe-t-elle dans l'espace, sa vitesse v, à quelle vitesse se déplace-t-elle et dans quelle direction, son spin s. Bon, le spin, c'est une quantité plus abstraite. Là, on peut voir ça comme si la particule tournait sur elle-même, d'où l'expression spin. Mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe dans la réalité. C'est la seule image à laquelle on peut arriver. Ça, ce sont les trois grandeurs physiques qui nous permettent de décrire tout ce qu'il y a à dire sur une particule. Si on connaît ces trois variables, on connaît tout. Et les autres quantités physiques, comme l'énergie, par exemple, le moment cinétique, que chacun connaît bien, ce sont tous des paramètres qui se calculent à partir de la position, de la vitesse, à la condition qu'on connaisse la masse et la charge électrique de la particule. Le paquet d'ondes ne va représenter que les deux premières grandeurs, la position et la vitesse. Le spin vient à part. Et ce soir, nous n'allons pas revenir sur le spin, je vous le dis parce qu'il est là, mais nous n'allons parler que du paquet d'ondes. Donc, à partir de maintenant, nous n'allons parler que de la position et de la vitesse. Ce qui veut dire que la position et la vitesse donnent une information complète sur tout ce qu'il y a à savoir sur une particule, sauf son spin, qui sera à part. L'idée de paquet d'ondes remonte à 1924. Louis de Broglie, dans les développements de la physique quantique, quand on était en train de la développer, décide d'associer des ondes aux particules de matière que l'on considérait en 1924 être des corpuscules. Bon, les raisons de ça, on ne reviendra pas là-dessus, je vais juste vous le dire. Donc, il dit à chaque corpuscule, nous allons associer une onde qui va représenter la vitesse. Donc, la vitesse d'une particule sera proportionnelle, l'espèce de symbole bizarre, c'est-à-dire proportionnel à 1 sur L, 1 sur la longueur d'onde. Pour que ce soit bien clair, voici quelques notions de base sur les ondes. Alors, une onde, c'est tout simplement un cycle qui se répète, quelque chose qui oscille. Et la longueur d'onde, c'est la longueur d'un cycle, une crête et un creux. Donc, la longueur d'onde, c'est cette longueur ici de un cycle. Et dans le sens vertical, la hauteur d'une crête, identique à la profondeur d'un creux, s'appellera l'amplitude. Ce que Louis de Broglie nous dit, c'est que plus la longueur de l'onde est grande, plus l'onde est étirée, et plus ça va correspondre à une petite vitesse, parce que quand l'onde est plus longue, son rythme d'oscillation est plus lent. Et inversement, si l'onde est plus courte, son rythme d'oscillation est plus rapide, ça sera associé à une plus grande vitesse pour un corpuscule. Qu'est-ce que ça veut dire associer une onde à un corpuscule? Hein? C'est un peu abstrait, un peu insaisissable. Hein? Pour l'instant, on en est là. Si on regarde une onde de profil, voilà l'image que nous avons. Si on regarde une onde vue du dessus, on va la représenter par ce que nous allons appeler les fronts d'onde. Alors, c'est la même onde qu'ici, mais vue du dessus. Alors, chacune des crêtes, vue du dessus, est représentée par une ligne qu'on appelle un front d'onde, hein, comme un front, évidemment. Donc, la crête suivante, c'est le front suivant. Et exactement ici, à mi-chemin, entre deux fronts, on a la position d'un creux, mais qui n'est pas indiquée sur le dessin, et vous avez toutes les positions intermédiaires. Dans les quelques animations qui vont suivre, on jouera sur ces deux points de vue. On verra certains paquets d'ondes dans quelques instants de profil et certains vus du dessus. Donc, à ce moment-là, on aura les fronts d'ondes qui représentent les crêtes vues du dessus. Ça va jusque-là? Alors, on va essayer de donner un sens un peu plus concret à cette idée d'associer des ondes à des corpuscules parce que, pour l'instant, on est dérouté et même les physiciens le sont. Là, c'est normal. Pour l'instant, c'est très abstrait. Selon cette approche, si on associe une onde à une particule, ben, la position de la particule, ça serait la position de l'onde. Et puis là, on a un problème, parce qu'une onde comme ça n'a ni début ni fin, ça a une longueur infinie. Donc, si j'associe une onde à une particule, je devrais en conclure que la particule remplit tout l'univers. Ce n'est plus un corpuscule, c'est une onde, et ça remplit tout l'univers. Évidemment, c'est absurde. Alors, comment corriger ce problème? Eh bien, solution, associer plusieurs ondes ensemble à une même particule. On va les superposer, donc les mettre les unes par-dessus les autres. Mathématiquement, on les additionne. Alors, par exemple, ici, j'ai pris trois ondes différentes, une onde bleue. Les différences de longueur ne sont peut-être pas évidentes, c'est la plus longue. L'onde rouge a une longueur d'onde moyenne et l'onde verte est plus courte. J'en conviens, là, sur l'animation, ici, les nuances sont subtiles. Alors, croyez-moi.
Alors, si j'additionne des ondes comme ça, quand une crête et une crête se rencontrent, ça fait une crête plus grande, ça s'additionne. Quand un creux et un creux se rencontrent, ça fait un creux plus profond, ça s'additionne. Quand une crête et un creux se rencontrent, ça tend à s'annuler. Donc, si j'additionne plusieurs ondes avec des longueurs différentes, il y aura des additions, des annulations, et l'effet résultant, c'est ce qu'on appelle un paquet d'ondes. Étymologiquement, ça veut dire qu'on a fait un paquet avec des ondes. Très subtil. Globalement, sans entrer dans les détails mathématiques, ça veut dire que partout dans l'univers, le résultat donne 0 parce qu'il y a toujours des crêtes et des creux qui se superposent et qui s'annulent, sauf en un petit endroit bien localisé ici, où là, il y a une addition des ondes et on obtient donc un paquet d'ondes, on obtient quelque chose de bien localisé. Alors là, tout d'un coup, ça devient plus sensé. Si on dit on associe non pas une onde, mais un paquet d'ondes à une particule, mais là, on produit un objet qui peut avoir un petit volume, une petite taille, et qui remplace facilement à ce moment-là le concept de corpuscule. Ça va jusque-là? Oui? Est-ce que c'est arbitrairement qu'on associe une particule à une autre? L'idée, initialement, a été mise d'une manière arbitraire. Si on l'a conservé, c'est parce qu'ensuite, en développant le concept de paquet d'ondes et en développant toute une théorie là-dessus, on a constaté que la théorie correspondait aux expériences. Okay. Donc, après coup, on s'est dit, ben ça donne que ça marche. On va garder comme ça. Voilà. Parce que l'expérience le confirme. Okay. Et là, dans un paquet d'ondes, il y aura deux choses qui vont nous intéresser. D'abord, la largeur du paquet d'ondes. Alors, on appellera X l'axe sur lequel le paquet d'ondes se trouve et qui représente un ensemble de positions. Donc, tous les points entre le X minimum à gauche et le X maximum à droite, tous ces points-là représentent, si on veut, le volume occupé par la particule. On appellera cette largeur-là delta X, qui est la différence entre la position maximum et la position minimum. Ça donne la largeur du paquet d'ondes. Et par ailleurs, pour les ondes de Broglie, de Louis de Broglie, on parlera d'une largeur du spectre de Broglie. Le spectre, c'est tout simplement l'ensemble des ondes qu'on a présentées ici. Et cette largeur-là sera la différence entre la plus grande longueur d'onde, qui est la longueur d'onde de l'onde bleue, L maximum, et L minimum, la plus petite longueur d'onde. Donc, la différence delta L, ce sera la largeur du spectre des ondes. Ces concepts-là, tout à l'heure, vont nous mener à la fameuse relation de Heisenberg, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. J'y reviens dans quelques instants. Donc, un petit peu de vocabulaire. On emploie souvent les termes paquet d'ondes et fonction d'onde. Le paquet d'onde, c'est l'objet. La fonction d'onde, c'est l'équation mathématique qui représente l'objet. Une analogie qu'on peut faire. La fonction d'onde serait comme une partition et le paquet d'onde serait comme l'exécution de la partition avec un instrument. Donc, en pratique, là, si on ne fait pas cette nuance-là, on peut considérer que paquet d'onde et fonction d'onde sont des synonymes. Voilà. Maintenant, je vais parler de relation de réciprocité inverse des paquets d'ondes. Alors, les mathématiques qui sont derrière les paquets d'ondes imposent ceci. Si vous avez un spectre large, donc delta L, comme on disait, c'était la largeur du spectre, L max, c'est la longueur d'onde bleue, L min, c'est de l'onde verte. Excusez-moi, si c'est large comme ici, donc ici, l'onde bleue est encore plus longue que dans le côté gauche. C'est ça, c'est subtil, mais on le voit un peu mieux. Les ondes rouges sont identiques et l'onde verte ici est encore un peu plus courte que ici. Donc le L min à droite est plus petit qu'à gauche. Le L max à droite est plus grand qu'à gauche. Donc le delta L, la différence entre les deux, à droite est plus grande qu'à gauche. On dira à droite, on a un spectre d'ondes large parce que l'écart entre les ondes aux extrémités est grand. Et à gauche, on a un spectre d'ondes étroit pour la raison contraire. Les mathématiques imposent que si le spectre d'onde est large, le paquet d'onde est étroit. Si le spectre d'onde est étroit, le paquet d'onde est large. D'où relation de réciprocité inverse.
Donc, si les ondes sont peu étalées, le paquet est très étalé. Et à l'inverse, si les ondes sont très étalées, le paquet est très étroit. Pour ceux qui sont plus familiers, c'est une propriété des transformés de Fourier, là, comme chacun le sait. En tout cas. Delta L, ça sera la largeur du spectre des ondes de Louis de Broglie. Et delta X, ça sera la largeur du paquet d'ondes. Et la relation de réciprocité inverse nous dit que si delta L est grand, delta X est petit. Si delta L est petit, delta X est grand. Or, avec la relation de Broglie, chaque onde représente une vitesse. Donc, le spectre des ondes devient un spectre de vitesse. L'onde bleue, qui est longue, représente une petite vitesse. À droite, c'est une vitesse encore plus petite. L'onde verte, qui est courte, représente une grande vitesse. À droite, c'est une vitesse encore plus grande. Ça nous fatigue peut-être. Là, on a plusieurs ondes associées à une même particule. Ça voudrait dire qu'une même particule aurait plusieurs vitesses en même temps. Et c'est comme ça. Et oui. Et j'en profite donc pour introduire ici une notion centrale de la mécanique quantique, celle de superposition d'états. Quand on fait de la physique classique, newtonienne, pour des objets qui sont à notre échelle, par exemple, je prends une balle et je la lance, bien, la balle a une position, l'endroit où elle est dans l'espace, et une vitesse. C'est pas compliqué, ça s'arrête là. Là, en physique quantique, là, la théorie nous amène à quelque chose de différent. Une particule aurait plusieurs vitesses. Et même mieux, comme le paquet d'ondes occupe un certain volume d'espace, une particule aura plusieurs positions. Donc, il y aura aussi une superposition pour la position, plusieurs positions pour une même particule. Alors là, ces concepts-là commencent à nous perdre un peu, mais on les conserve parce qu'encore une fois, la théorie est confirmée par l'expérience. Et comment donner une signification à cette notion de superposition d'état, c'est là qu'on va quitter la science et entrer dans la philosophie. La relation de Heisenberg n'est rien de plus que cette relation de réciprocité inverse des paquets d'ondes quand on revient avec la notion de vitesse. Un spectre maintenant de vitesse, donc étroit, va correspondre à un paquet d'ondes large. Et si l'écart entre la plus petite vitesse et la plus grande vitesse est grand, donc un spectre de vitesse plus grand, ça donne un paquet d'ondes plus petit. Et c'est exactement ça que la relation de Heisenberg nous dit. Donc, je vais sauter quelques détails. Voilà. Donc, le delta V, juste en passant, le delta V, ça devient associé au delta L, là, la largeur du spectre d'onde. Donc, le produit de la largeur du paquet d'onde delta X et de la largeur du spectre de vitesse doit être toujours plus grand ou égal à une valeur minimale. Paquet d'onde étroit, grand spectre de vitesse. Paquet d'onde large, petit spectre de vitesse. Ça va jusque-là? Je vais couper les détails parce que sinon, on va manquer de temps pour la partie philosophique. OK, le problème de la mesure. Je vous résume ça. Donc, on vient de dire, pour une grandeur physique comme la position ou la vitesse, on a une superposition d'états. Plusieurs vitesses, plusieurs ondes, ou plusieurs positions, tous les points qui sont dans le paquet d'ondes. Si maintenant on fait une mesure sur une particule, on va obtenir une valeur unique. Donc, si maintenant je lance une balle et que je veux mesurer sa position, je m'attends à avoir une position unique pour une balle. Si je mesure la vitesse d'une balle ou la vitesse d'une voiture, je m'attends à avoir une vitesse unique. Jusque-là, tout va bien. Pour les particules, bien là, on vient de dire que la théorie donne plusieurs vitesses et plusieurs positions. Donc, on se dira, bien, si on mesure la position d'une particule, on devrait avoir un ensemble de valeurs. Si on mesure sa vitesse, on devrait avoir un ensemble de valeurs. Mais non, on obtient aussi des valeurs uniques. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Alors, pour résoudre ça, nous sommes toujours dans le domaine de la science ici, pas encore dans l'interprétation. Il y aura d'abord le postulat de réduction de von Neumann, 1932, qui dira, lorsque l'on fait une mesure sur une particule avec un instrument nécessairement macroscopique, hein, l'instrument doit être à notre échelle pour qu'on soit capable de s'en servir et de lire le résultat. L'instrument perturbe l'état de la particule d'une manière fondamentale. Et si je veux mesurer la position,
L'effet de l'instrument sur la particule est de réduire le paquet d'ondes à une seule position. Si je veux mesurer une vitesse, l'effet le spectre de vitesse à une seule valeur. Perturbation fondamentale de l'état, c'est ce qu'on peut appeler l'effet de l'observateur en mécanique quantique. Un paquet d'ondes comme tel n'est pas observable. Tout ce qui est observable, c'est le résultat de l'interaction de l'instrument avec le paquet d'ondes. Et il y a aussi la règle de probabilité de Born qui nous dit que cette réduction se fait au hasard. Donc, quand je mesure la position, je peux obtenir n'importe quel point. Oups. Voilà. Je peux obtenir n'importe quel point du paquet d'ondes au hasard. Donc, si je refais la même mesure dans des conditions rigoureusement identiques, d'une fois à l'autre, j'obtiens des résultats différents. Toujours à l'intérieur du paquet d'ondes. Je ne peux pas obtenir n'importe quoi, mais des résultats différents dans le paquet d'ondes. Et à partir des équations, on peut calculer les probabilités d'obtenir tel résultat plutôt que tel autre. Et même chose pour la vitesse. Si je mesure la vitesse, j'obtiens toujours une des valeurs associées aux ondes ici au hasard. Et par une règle mathématique, je peux aussi calculer les probabilités d'obtenir telle vitesse plutôt que telle autre. Donc c'est ici que le hasard entre dans la mécanique quantique, c'est au niveau des mesures. Et on peut préciser que c'est uniquement au niveau des mesures que le hasard existe en mécanique quantique. Donc je vous donne un petit exemple ici. Alors j'ai une enceinte vue du haut des airs. Le centre est une cible immobile sur laquelle je vais lancer une particule. Ça ici c'est mon canon à particules. Et l'anneau est un détecteur dont le but est de mesurer la position finale de la particule. Si je jouais avec un objet macroscopique comme un ballon de soccer, si je donne un coup de pied, le ballon part dans une direction. Et je peux calculer ce sera dans quelle direction. Et si je redonne un coup de pied toujours identique, le ballon part toujours dans la même direction. Lorsque la particule va rencontrer la cible, c'est comme si la cible lui donnait un coup de pied. On va voir ce qui va se passer. Donc, notez ici que ça, c'est maintenant un paquet d'ondes vu du haut des airs. Donc, ce sont les fronts d'ondes, là, les sommets des crêtes qui sont illustrés ici. Regardez bien où est le point. OK, ici. On refait la même expérience exactement dans les mêmes conditions. Tout est pareil. Oh! OK? Et bon, pour s'en convaincre, hein, une troisième fois. Donc, on répète l'expérience toujours exactement dans les mêmes conditions. Voilà. Alors, ça illustre bien le concept de réduction du paquet d'ondes au hasard. Lorsque la particule rencontre la cible, la physique quantique ne dit pas elle va rebondir dans cette direction-là comme si c'était un ballon de soccer. La physique quantique dit c'est comme si la particule rebondissait dans toutes les directions en même temps. Plus concrètement, on aura un paquet d'ondes circulaire qui va se former et qui ressemble essentiellement à la même chose que si vous laissez un caillou tomber à la surface de l'eau. Et c'est ce paquet d'ondes qui représente la particule. Et lorsqu'on veut détecter sa position, si on s'en tenait à l'idée simplement de superposition d'états, on dirait qu'on devrait détecter la particule dans toutes les directions en même temps parce que le paquet d'ondes est partout en même temps. Mais non, on détecte un point. Donc, réduction du paquet d'ondes, l'instrument perturbe, transforme l'état de la particule, dans ce cas-ci, il la réduit à un point, et le point apparaît n'importe où au hasard dans la structure intérieure du paquet d'ondes. De sorte que si on répète l'expérience, comme on l'a vu, ce point apparaît à des endroits différents. Ça, c'est les observations. Là, on est toujours dans la science. On est peut-être un peu mélangé. Et c'est normal, les physiciens aussi le sont. D'où toutes ces interprétations philosophiques qui existent. Quelle signification donner à ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la réalité? Mais ça marche. Ça, c'est une description mathématique que j'ai animée d'une particule. Et si on fait les expériences, les résultats d'expérience correspondent tout à fait à ce qui est animé aussi ici. Donc, les mathématiques fonctionnent. Oui? Théoriquement, on a un appareil qui peut enregistrer où est la particule, mais la particule, elle est... Ben, c'est ça. Là, on sort du domaine de la science et on va entrer dans le domaine de la philosophie.
Ce que la théorie dit, si on reste dans le domaine de la science, juste avant de rencontrer l'instrument, la particule est représentée par un paquet d'ondes qui occupe tout le volume de l'enceinte, qui est partout en même temps dans l'enceinte. Mais l'enceinte, c'est dans l'extra petit. Pas nécessairement. Pas dans une salle de baseball. Oui, ça pourrait être aussi grand qu'une salle de baseball si on voulait l'enceinte. OK. C'est l'expérimentateur qui décide de son montage. OK. Ça peut être aussi grand qu'on veut. OK. En autant qu'on s'assure qu'on ait fait le vide dans l'enceinte, parce que s'il y a des molécules d'air, les interactions avec la particule viennent saboter l'expérience. OK. Excuse. Oui. Est-ce qu'il est possible que la dimension de la particule ait une action là-dessus? Parce que moi, tu donnes l'exemple des ballons de soccer, mais c'est un ballon de football qui n'est pas fait exactement rond. Et tu donnes un coup dessus, il peut aller n'importe où parce qu'il n'y a pas du tout. Si le coup de pied est toujours rigoureusement identique, le ballon de football part toujours dans la même direction. C'est la particule qui change les choses. Bien, en fait, ici, ce qu'on a constaté, c'est que tant qu'il n'y a pas de mesure, le comportement de la particule est toujours rigoureusement identique. À partir du moment où elle rencontre la cible, on a un paquet d'ondes circulaires qui gonfle, et c'est toujours rigoureusement identique jusqu'à temps qu'on fasse la mesure. Et c'est seulement au moment où l'instrument de mesure, qui est ici l'enceinte circulaire, veut détecter la position de la particule, que là, la particule est perturbée d'une manière tout à fait aléatoire, et c'est seulement là que le hasard intervient, au moment de l'interaction de l'instrument avec la particule. Donc, c'est pas la forme de la particule qui peut avoir. Non. Pas du tout, c'est ça. Ni la forme de l'instrument. Ni la forme de l'instrument. Puis avec le ballon de football, c'est que si on donne, on répète plusieurs coups de pied puis il part dans des directions différentes, c'est comme le ballon n'est pas parfaitement symétrique. À chaque fois, le coup de pied est un peu différent. Et s'il était toujours rigoureusement identique, là, le ballon de football partirait toujours dans la même direction, comme le ballon de soccer. Je vois. Mais, En tout cas, c'est conceptuellement, j'ai de la misère. Hein? Je te crois, mais conceptuellement, j'ai de la misère. OK. Ben, c'est comme le lancer d'un dé. Ce qui fait qu'on obtient des résultats différents à chaque fois, c'est parce que le lancer n'est jamais rigoureusement identique. Il y a des turbulences dans l'air, des fluctuations de température. Et si on pouvait lancer un dé dans des conditions toujours identiques, on obtiendrait toujours le même résultat. Daniel, tu dis tout à fait aléatoire ou est-ce qu'il peut y avoir une distribution de probabilité? Oui, il y a une distribution de probabilité. C'est pas tout à fait aléatoire alors. Mais tout à fait aléatoire, ça veut pas dire équiprobable. OK, d'accord, mais il y a une distribution de probabilité. C'est ça. Comme si je lance un dé qui est truqué et qu'une fois sur 2, j'obtiens un 6, une fois sur 10, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même aléatoire, mais pas équiprobable. D'accord. Bon, alors ça c'est le problème de la mesure auquel on répond par le postulat de réduction du paquet d'ondes et règle de probabilité, le paquet se réduit au hasard. Alors pour l'instant, encore une fois, on ne fait que de la science, donc on n'essaie pas de comprendre ce que ça signifie. On fait juste dire ça, c'est ce que les mathématiques disent, et c'est en accord avec les expériences, ça marche, point final. Deux types d'évolution mécanique quantique. Donc je reviens à ce que j'ai dit ici. Il y aura une évolution dite unitaire et une réduction non unitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Évolution unitaire, c'est ce que vous voyez en ce moment. Tant qu'il n'y a pas d'instrument macroscopique qui touche à la particule, son évolution est toujours pareille, c'est du déterminisme, comme en physique classique. Et l'évolution d'une particule, quand on ne la mesure pas, est régie par l'équation de Erwin-Schrödinger. L'équation de Schrödinger qui est le cœur de la mécanique quantique. Tant qu'on ne touche pas à une particule, la mécanique quantique est déterministe mur à mur, comme la physique classique de Newton. Parce que c'est à partir de ça qu'on va faire les prédictions de probabilité pour les mesures. On a vu que ça marchait après. Après coup, on voit que ça marche. C'est ça, exact. Et au moment de, donc, toujours évolution unitaire, déterministe, et au moment de l'interaction avec l'instrument, réduction non unitaire. Deuxième type d'évolution. Et là, c'est régi par les probabilités, par le hasard, et c'est uniquement ici que le hasard intervient. Ça va jusque-là? Oui. J'ai une question. Ça se pose sur un plan et non sur un espace, un volume.
Là, je l'ai mis sur un plan pour simplifier. Mais est-ce que ça existe uniquement sur un plan? Non. La vraie théorie est en 3 dimensions. On continue. Bon, alors, ça, c'est le résumé de la théorie. Là. Je ne vais pas rentrer dans les autres détails parce que le temps file rapidement. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, amusons-nous. Donc, à partir de maintenant, tout ce que nous allons dire se rapporte toujours au même formalisme mathématique. Et tout ce que nous allons dire à partir de maintenant, c'est du placotage, c'est de la spéculation philosophique, c'est de la discussion, ce n'est plus de la science. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant et pas pertinent, mais je veux juste vous dire que ça n'a pas le même degré de crédibilité que le discours purement scientifique. D'ailleurs, si je n'avais pas trouvé ça intéressant, je ne serais pas ici ce soir à vous le présenter. Bon, l'interprétation de Copenhague, à tout seigneur, tout honneur, elle est due principalement à Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born et John von Neumann, 4 des pères fondateurs de la physique quantique. Donc, ce sont des physiciens qui se sont ici aventurés sur le terrain de la philosophie. C'est l'interprétation qui est toujours la plus populaire et souvent, on la confond avec la théorie elle-même. Si on vous parle de science, on ne devrait dire rien de plus que ce qui a été présenté jusqu'ici. Et là, maintenant, nous allons ajouter des nouveaux concepts. Relation d'incertitude, ensemble de possibilités. Le fait qu'une grandeur physique ne devient physiquement réelle que lorsqu'elle est mesurée. Ça, ce n'est plus de la science. C'est un discours philosophique. Et ce n'est pas le seul possible. Donc, tout d'abord, Niels Bohr, dans son discours philosophique, donc, qui n'est plus de la science, dira: le monde microscopique, le monde des particules est en soi totalement inaccessible. La seule chose à laquelle nous avons accès, ce sont nos expériences, donc les interactions de nos instruments avec les particules. Par conséquent, alors que la physique classique de Newton est une représentation de la réalité telle qu'elle, indépendamment qu'elle soit observée ou non, la physique quantique n'est rien de plus qu'une théorie de nos observations, de nos mesures et non de la réalité comme telle. L'effet de l'observateur, qui est de produire une réduction au hasard, est impossible à éliminer des mesures, et donc tout ce qui est mesuré, c'est l'interaction particule-instrument. Donc Niels Bohr dira ceci: tout ce qu'on appelle phénomène quantique doit nécessairement inclure l'instrument de mesure. Entendons-nous bien, Niels Bohr dit que les particules, le monde microscopique, il existe en lui-même, même s'il n'est pas observé, mais que nous n'y avons pas accès. Donc, lorsque l'on parle de phénomène quantique, de ce que la théorie nous dit, ce dont on parle, ce n'est que de ce que l'on peut mesurer. Donc, le phénomène quantique n'est pas synonyme de particules, mais d'interaction instrument-particule. Je vais sauter quelques détails encore parce que j'en ai beaucoup. Là. Frontière classique quantique. Alors, Niels Bohr dira la réalité matérielle est divisée en 2 domaines. Donc, celui macroscopique à notre échelle, qui est celui de la physique classique newtonienne, et le monde microscopique, qui est celui des particules. Et tout selon ce à quoi on a accès, c'est aux mesures, donc à la rencontre d'un instrument macroscopique et classique et d'une particule microscopique et quantique. Alors, selon Niels Bohr, le paquet d'ondes, donc les superpositions d'états en position et en vitesse, et la relation de Heisenberg entre ces 2 superpositions-là, ça ne représente pas le monde microscopique, c'est simplement une connaissance que nous avons des interactions entre les instruments et les particules, et le paquet d'ondes a uniquement pour fonction d'être un outil de calcul pour prédire les résultats d'expérience. Et si les prédictions faites par le paquet d'ondes correspondent aux résultats lus sur des instruments de mesure, eh bien, il faut en conclure que la théorie fonctionne. Voilà. Voilà. Alors là... Excuse, quand tu parles d'instrument de mesure, veux-tu dire genre le microscope ou l'observateur qui regarde dans le microscope ou les deux? ça serait par exemple le microscope. Ouais. Parce qu'un instrument de mesure peut fonctionner d'une manière automatisée sans personne. C'est ça. Mais il y a une autre interprétation plus loin par la conscience, qui n'est pas l'interprétation de Copenhague, qui, elle, va faire intervenir explicitement la présence d'un être conscient, d'un observateur qui pense. Ça en est une autre.
Avec Copenhague, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, Bohr dira que la position x et la vitesse v d'une particule non mesurée, qui sont décrites par des superpositions d'états plutôt que par des valeurs numériques uniques, sont indéfinies, sont floues, sont des ensembles de possibilités potentielles et non réelles. Et c'est seulement quand une mesure par un instrument est faite et qu'une superposition d'états est réduite au hasard à une valeur unique, que cette grandeur physique, position ou vitesse, devient réelle. Parce que là, on peut dire, c'est ça la position ou c'est ça la vitesse. Donc, ce sera l'acte de la mesure qui définira les grandeurs physiques. Et en l'absence d'observation, la réalité quantique, elle est floue, indéterminée, parce que l'instrument fait nécessairement partie du phénomène. Et c'est seulement à partir du moment où l'instrument a fait son action qu'on peut dire une réalité quantique a été créée, définie. Oui? Si je remplaçais le mot réel par observable. OK, ce qui est observable, oui, on pourrait le dire comme ça aussi. Parce que pour Bohr, les phénomènes quantiques, c'est l'interaction instrument-particule. Donc, effectivement, quand je parle de réalité quantique ici, je parle de l'interaction instrument-particule. Et non du monde microscopique comme tel. Ben, c'est ça. Oui, effectivement. Il faut être prudent sur le vocabulaire. Des fois, là, on peut dire d'autres choses que ce qu'on pense. Donc, on dira une grandeur physique non mesurée n'a d'existence que potentielle. Et il existe, en fait, chacune des interprétations philosophiques a plusieurs variantes. Et il existe une variante d'interprétation de Copenhague qui ira plus loin et qui dira que les particules elles-mêmes, le monde microscopique lui-même, n'existe pas s'il n'est pas observé. Ça, c'est une version plus extrême de l'interprétation de Copenhague. La relation de Heisenberg, maintenant, va traduire l'incompatibilité des instruments qui mesurent la position et la vitesse. Ça, c'est le point de vue de Bohr. Un instrument qui veut mesurer la position d'une particule, par son effet même, perturbe la vitesse d'une manière impossible à contrôler. À l'inverse, un autre instrument qui veut mesurer la vitesse d'une particule en interagissant avec elle va la déplacer d'une manière incontrôlée. Donc, à cause de cette incompatibilité, c'est impossible de mesurer à la fois la position et la vitesse. Ces deux grandeurs seront incompatibles. Et la relation de Heisenberg, c'est ce qu'elle traduira. Je reviens au paquet d'ondes. Une précision. Oui. On peut mesurer la vitesse et la position. C'est pas incompatible, c'est la précision avec laquelle on peut mesurer. Oui, bien sûr. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais effectivement, on peut les mesurer simultanément, mais à ce moment-là, la précision est limitée par la relation de Heisenberg. Tout à fait. Alors, si je mesure la position, je provoque la réduction du paquet d'ondes, on pourrait dire c'est comme si le paquet d'ondes avant la mesure était le grand paquet d'ondes ici, et qu'après la mesure, je l'ai réduit, il est devenu plus petit. À cause de la relation de Heisenberg, ça implique que le spectre de vitesse est du coup élargi. La vitesse est devenue plus floue parce que la position est devenue plus précise en la mesurant. Puis si je mesure la vitesse, c'est l'inverse. C'est comme si j'avais un spectre de vitesse large au début, et qu'en faisant la mesure, je le réduis à un spectre étroit. Et la relation d'Heisenberg implique qu'à ce moment-là, le paquet d'ondes va s'élargir, et que si je définis la vitesse par une mesure, la position devient plus floue. En ce sens-là, les deux grandeurs sont incompatibles et ne peuvent pas être mesurées simultanément. Ou, pour être plus rigoureux, si je les mesure simultanément, je ne peux pas les réduire jusqu'à la précision de l'instrument. Je peux avoir quelque chose d'un peu flou des deux côtés, mais je ne peux pas utiliser toute la précision des instruments. Donc, pour l'instant, restons à l'idée la plus simple. Là. On ne peut pas mesurer les deux simultanément. Si on mesure la position, la vitesse devient floue. Si on mesure la vitesse, la position devient floue. Et on en conclura que puisqu'une grandeur non mesurée n'existe qu'à l'état potentiel, à l'état d'ensemble de possibilités, et que c'est seulement lorsque l'on mesure une grandeur et qu'on provoque une réduction que celle-ci devient réelle, on en conclura que la position et la vitesse ne peuvent pas être simultanément réelles. Et là, il faut faire attention, parce que ça, là, c'est un premier niveau d'interprétation philosophique. On va voir tout à l'heure qu'à partir de là, on peut extrapoler à un deuxième niveau et tirer d'autres conclusions de cette affirmation-là. Donc, pour l'instant, restons-en là, on va y revenir tout à l'heure. Encore une fois, on fait de la philosophie maintenant, ce n'est plus de la science.
Bon, OK, je vais laisser tomber le principe de correspondance et de complémentarité pour le moment, pour pouvoir parler d'autres interprétations. On y reviendra si le temps le permet tout à l'heure. Comme je disais, en même temps, je pense que j'aurai assez de matériel pour